Ils disaient que ce n'était qu'un tas de ferraille, un cercueil à 200 $ pour un garçon qui n'avait nulle part où aller. Lorsque Caleb Mercer, 16 ans, a été chassé de la maison de son père par une nuit glaciale d'octobre, il n'a pas acheté de repas chaud ni de ticket de bus. Il a acheté un tracteur Ferguson de 1954, rouillé et hors d'usage. Toute la ville de Oak Haven s'est moquée de lui. Son propre père l'a traité d'imbécile, mais ils n'avaient pas regardé d'assez près. Ils n'avaient pas vu ce qui était caché à l'intérieur du châssis. Et ils n'avaient certainement pas prévu que ce tas de ferraille allait révéler un secret municipal valant des millions, détruire la carrière d'un maire corrompu et réécrire l'histoire de tout le comté. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un garçon et d'un tracteur. C'est une histoire de vengeance. La pluie à Oak Haven, la Hayenum, Bum, Haven dans le Tennessee, Watak, KTC ne nettoie pas tout. Elle ne fait qu'épaissir la boue. Dans la nuit du 14 octobre 2009, la boue à l'extérieur de la ferme Mercer était épaisse de 15 centimètres et glaciale. À l'intérieur de la cuisine, l'air était chaud, chargé de l'odeur du rôti brûlé et de la rage bouillonnante. Silas Mercer, un homme aux mains aussi dur que le calcaire de la carrière qu'il dirigeait, se tenait près de la porte arrière. Ce n'était pas un homme qui criait. Crier impliquait une perte de contrôle. Et Silas ne perdait jamais le contrôle. Il parlait d'une voix grave et vibrante qui faisait vibrer les vitres plus que le tonnerre à l'extérieur. « Je te l'avais dit » Silas d'une voix terriblement calme. « Je t'avais dit que si je te surprenais encore à perdre ton temps avec ces vieilleries dans la remise au lieu d'étudier pour les examens d'entrée à l'école préparatoire, tu étais fini. Je n'élève pas des mécaniciens, Caleb. J'élève des hommes de statut. » Caleb Mercer se tenait de l'autre côté du linoléum, serrant un sac en toile graisseux. Il avait 16 ans, était longiligne, avec des cheveux de la couleur du blé séché et des yeux qui brillaient habituellement de curiosité. Ce soir-là, il ne reflétait que de la peur et un ressentiment dangereux naissant. Il n'avait pas perdu son temps. Il avait réparé le générateur qui alimentait le chauffage même qui réchauffait Silas en ce moment. Mais les faits n'avaient aucune importance pour Silas Mercer. Seule l'obéissance comptait. C'était le générateur, papa. La bobine a sauté, dit Caleb d'une voix cassée. Ne me mens pas, s'écria Silas en haussant enfin le ton. Il arracha le sac en toile des mains de Caleb et le renversa. Des clés, des tournevis et un carburateur à moitié assemblé tombèrent en cliquetant sur le sol. Ce sont des déchets, et tant que tu accorderas plus d'importance à ces déchets qu'à ton avenir, tu n'auras pas ta place sous mon toit. Silas ouvrit la porte arrière. Le vent hurla, projetant de la pluie dans la cuisine chauffée. « Sors !» Caleb se figea. « Papa, il fait moins 1 degré Celsius. Où suis-je censé aller? Tu es un garçon intelligent, Caleb. Tu trouves toujours comment réparer tout le reste. Répare ça. » Silas n'attendit pas de réponse. Il poussa son fils unique, dehors sur le porche et claqua la lourde porte en chaîne. Le bruit résonna comme un coup de feu à travers la vallée. Caleb martela le bois pendant 10 minutes, criant, suppliant, s'excusant pour des crimes qu'il n'avait pas commis. Les lumières à l'intérieur de la maison s'éteignirent une à une. Caleb était seul. Il tapota ses poches. Il n'avait que les vêtements qu'il portait, une chemise en flanelle, une veste en jean, un jean et des bottes de travail. Dans sa poche arrière, il sentit la forme de son portefeuille. Il savait exactement ce qu'il contenait. 214 $. L'argent qu'il avait économisé en tondant des pelouses et en réparant secrètement les tondeuses des voisins derrière le dos de son père. Il marcha. Il marcha pendant 3 miles sur la route départementale 9. La pluie froide imprégnait sa veste, le glaquant jusqu'aux os. Il n'alla pas chez les voisins. Tout le monde à Oak Haven craignait Silas Mercer. Silas était membre du conseil municipal. Il détenait l'hypothèque sur la moitié des fermes de la vallée. Accueillir le fils fugitif de Silas revenait à se suicider socialement et financièrement. Caleb trouva refuge dans un affût abandonné près de la lisière de la forêt. Il se blottit dans un coin, tremblant, observant les phares des camions qui passaient, se demandant si l'un d'eux était son père venu le ramener à la maison. Aucun ne s'arrêta. Au matin, la pluie avait cessé, remplacée par un brouillard gris et mordant. Caleb était raide de faim et brûlait d'une nouvelle sensation, l'humiliation. Il se rendit en ville et entra dans le seul endroit ouvert à 6 heures du matin, le Patty's Diner. Il commanda un café noir et compta à nouveau son argent. 214 $. Ce n'était pas assez pour un appartement. Ce n'était pas assez pour une voiture. C'était à peine suffisant pour survivre une semaine. « Dure nuit de mon chou », lui dit une femme aux cheveux plus longs que Dieu ne l'avait prévu en lui resservant une tasse.
On peut le dire, murmura Caleb. J'ai entendu ton père à la quincaillerie ce matin, lui chuchota-t-elle en se penchant vers lui. Il a dit à tout le monde que tu t'étais enfui. Il a dit que tu cherchais fortune et qu'il s'en lavait les mains. Il a résilié ton abonnement téléphonique, Caleb. Caleb serra la tasse jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Son père ne s'était pas contenté de le mettre à la porte. Il avait coupé ses moyens de subsistance de manière préventive. Il essayait de le réduire à la famine pour le soumettre. Caleb finit son café et sortit. Il erra sans but vers la périphérie de la ville jusqu'à ce qu'il se retrouve devant la caisse d'Artie. Artie Pendergast était une légende à Oak Haven, principalement parce qu'il était le seul homme à détester Silas Mercer plus que le diable lui-même. Artie avait plus de 70 ans, il lui manquait 2 doigts à la main gauche et il sentait généralement le diesel et la fumée de cigare. Caleb franchit le portail et regarda les rangées de voitures écrasées et d'appareils électroménagers rouillés, et c'est là qu'il le vit. Il était là, seul, à moitié englouti par les vignes Kudzu, un tracteur. Ce n'était pas un John Deere moderne, c'était un ancien Ferguson T aux 30 grises. Les pneus étaient à plat et pourris, le siège avait disparu, le volant était tordu. On aurait dit le cadavre d'une machine. Mais pour Caleb, qui voyait le monde en termes de pistons et d'engrenages, cela ressemblait à une opportunité. « Tu cherches à acheter de la ferraille ?» demanda Artie d'une voix rauque derrière lui. Le vieil homme s'appuyait sur une canne faite d'une barre d'armature. « Est-ce qu'il fonctionne ?» demanda Caleb. Artie rit, un son semblable à du gravier dans un mixeur. « Il fonctionne, mon garçon. Ce truc n'a pas fonctionné depuis l'administration Nixon. Les blocs sont probablement fissurés. La transmission est probablement grippée. Je comptais la broyer demain. » Caleb fit le tour de la machine. Il tendit la main et essuya la saleté sur la plaque signalétique. 1954. Il attrapa la courroie du ventilateur. Elle était cassante, mais la poulie tournait. Le moteur n'était pas grippé. « Combien ?» demanda Caleb. Artie le regarda en plissant les yeux. « Tu es le fils de Mercer, n'est-ce pas? Celui que Silas a mis à la porte. Est-ce que ça a de l'importance? »« Pour moi, oui, » cracha Artie. Puis son expression s'adoucit. « Je sais reconnaître un homme désespéré quand j'en vois un. Tu n'as nulle part où dormir, n'est-ce pas? Combien pour le tracteur? » répéta Caleb. Artie soupira. « La valeur à la casse est d'environ 250 $. Mais comme tu es le fils de Silas et que tu as l'air en piteux état, je te le laisse pour 200 $. Caleb sortit son portefeuille. Il tendit 20 billets de 10 $. Tout ce qu'il avait économisé pour 14 $. « Tu es fou, » dit Artie en prenant l'argent. « Que vas-tu faire d'un tracteur hors d'usage et sans outils? Il est vendu avec la remise, n'est-ce pas? » Caleb désigna une structure bancale à 3 murs situés à proximité, d'où le tracteur avait manifestement été traîné. « Jusqu'à ce que je le remette en état, » répondit Artie en regardant l'argent, puis les yeux déterminés du garçon. « Tu peux rester dans la remise, mais tu mourras de froid. Ne viens pas me hanter. » Caleb n'a pas gelé. Cette nuit-là, il a dormi sous le tracteur, enveloppé dans une bâche qu'Artie lui avait prêtée. Il était sans abri, renié et fauché, mais il possédait quelque chose, et pour la première fois de sa vie, personne ne pouvait lui dire de ne pas y toucher. Dans une petite ville, les nouvelles vont plus vite que la lumière. Le lendemain midi, tout le monde à Oak Haven savait que Caleb Mercer avait dépensé toutes ses économies pour un tas de ferraille. Ils appelèrent cela la folie de Mercer. Les lycéennes passaient devant la clôture de la casse en klaxonnant et en jetant des canettes de soda sur la remise. Caleb ne levait pas les yeux. Il était trop occupé. Il avait dépensé les 14 $ qui lui restaient pour acheter un gallon de kérosène et une brosse métallique. Pendant 3 jours, il ne mangea pas. Il but l'eau du tuyau d'arrosage situé à l'arrière du magasin d'Artie. Il frotta, il démonta, il catalogua. Le tracteur était en piteux état, mais l'instinct de Caleb ne l'avait pas trompé. Le bloc n'était pas fissuré. Le carburateur était encrassé par des dépôts de vernis vieux de plusieurs décennies et les bougies d'allumage étaient fusionnées, mais la structure en fer, était solide. Artie l'observait depuis le porche de son bureau, une caravane. Le 4e jour, Artie est sorti avec un sandwich emballé dans du papier ciré et une lourde boîte à outils. « Mange », a ordonné Artie en posant le sandwich sur l'aile du tracteur. « Et utilise ça. Je ne supporte plus de te voir essayer de dévisser un écrou avec une pince. C'est embarrassant. » Caleb a dévoré le sandwich en 3 bouchées. « Je te rembourserai la location des outils. Tu me rembourseras en retirant cette scie à métaux de mon jardin, » grogna Artie. « Pourquoi ça? Pourquoi un tracteur, gamin? » Caleb essuya la graisse sur son front.
Parce que mon père possède la banque, la quincaillerie et la carrière, mais il ne possède pas de charrue. Il loue ses services pour le déneigement et le défrichage. Si je peux le faire fonctionner, je peux concurrencer ces entrepreneurs. Je peux travailler. Artie sourit, dévoilant d'une dinde en or. La rancune. Un carburant puissant, meilleur que le diesel. La véritable percée eut lieu une semaine plus tard. Caleb avait démonté le carter de transmission. Il plongeait profondément dans le réservoir du vérin hydraulique pour nettoyer la boue lorsque ses doigts effleurèrent en quelque chose qui n'aurait pas dû s'y trouver. Ce n'était pas du métal. Cela ressemblait à une toile cirée. Il le retira. C'était un petit paquet bien ficelé, recouvert de graisse et de saleté, coincé dans un espace creux entre la pompe hydraulique et le carter. Le cœur de Caleb se mit à battre, à tout rompre. Il l'essuya avec un chiffon. C'était une pochette imperméable et lourde, scellée à la cire. Il ouvrit délicatement le seau. À l'intérieur, il n'y avait ni argent, ni or, juste un petit carnet relié en cuir et un document en parchemin épais et plié. Caleb déplia le parchemin. C'était un titre de propriété. Titre de propriété du lot 4B, Blackwood Ridge, daté de 1952. Artie Caleb cria. Le vieil homme s'approcha en traînant les pieds. « Qu'est-ce que tu as cassé cette fois? Regarde ça. » Artie plissa les yeux pour mieux voir le papier, ajustant ses lunettes. Ses yeux s'écarquillèrent. Il regarda Caleb, puis se reporta sur le papier. « Où as-tu trouvé ça? » « Dans la boîte hydraulique, cachée. » Le visage d'Ar pâlit. « Cache ça. Cache-le immédiatement. »« Ne le montre à personne. Pourquoi? »« Qu'est-ce que Blackwood Ridge? »« Ce n'est pas ce que c'est, fiston. C'est tout ceci. » Artie baissa la voix, regardant vers la route comme s'il s'attendait à voir arriver des SUV noirs. Blackwood Ridge est le terrain que la nouvelle autoroute inter-État est censée traverser. Le maire Harlan Sterling a racheté tous les terrains autour pour une bouchée de pain, mais il en manquait toujours un. Le terrain fantôme. Personne ne savait à qui il appartenait. Les archives du comté ont brûlé dans les années 70. Caleb regarda l'acte de propriété. Le nom inscrit dans la ligne du propriétaire n'était pas celui d'une personne. C'était celui de la Iron Mule Corporation. « Et regarde le carnet », murmura Artie. Caleb ouvrit le livre en cuir. C'était un registre, mais pas pour l'agriculture. C'était une liste de noms, de dettes et de paiements. Et le premier nom sur la liste, daté de 1954, était Sterling Sr., le père de l'actuel maire. « Tu as acheté un tracteur, » dit Artie, la voix tremblante. « Mais tu viens de trouver la preuve irréfutable d'une famille criminelle vieille de 50 ans. » Caleb sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid. Il regarda le tracteur rouillé. Ce n'était pas seulement une machine, c'était un coffre-fort. « Nous devons le remettre en état de marche, » dit Caleb d'une voix plus ferme. « Pourquoi? » demanda Artie. « Nous devrions brûler ce livre et partir. »« Non, » répondit Caleb en regardant la ville qui s'était moquée de lui. « Le maire Sterling est l'associé de mon père. Si je détiens cet acte, je ne possède pas seulement un lopin de terre, je les possède eux. » La dynamique avait changé. Caleb n'était plus seulement un mécanicien qui essayait de survivre. Il était un acteur dans un jeu qu'il comprenait à peine, détenant une main-d'œuvre qu'il ne s'était pas distribuée lui-même. Mais le tracteur avait besoin de pièces, des pièces coûteuses, et Caleb n'avait pas un sou. « J'ai besoin d'un travail, » dit Caleb. « J'ai besoin d'argent pour réparer le moteur afin de pouvoir revendiquer le terrain. Si je me présente au tribunal avec cet acte et sans moyen de travailler la terre, ils me retiendront au tribunal des successions jusqu'à mes 30 ans. Je dois avoir une activité légitime. « Qui va t'embaucher? » demanda Artie. « Tu es le paria de la ville. »« Je connais une personne, » répondit Caleb. « Sarah Jenkins. » Sarah était de la file du bibliothécaire local, mais surtout, elle était la présidente du conseil des élèves et, secrètement, la seule personne à avoir envoyé des SMS à Caleb depuis qu'il avait été renvoyé. Son message était simple. « Tu vas bien? » Il n'avait pas répondu. Il s'était rendu au lycée cet après-midi-là et avait attendu près de la clôture jusqu'à la dernière sonnerie. Il avait l'air d'un sauvage, les ongles sales, les vêtements tachés d'huile, les yeux cernés. Quand Sarah l'aperçut, elle ne recula pas. Elle courut vers lui. « Caleb! »« Oh mon Dieu !» murmura-t-elle en s'arrêtant à un mètre de lui, consciente des regards des élèves. « Tout le monde dit que tu as perdu la tête, que tu vis dans une décharge. »« J'ai besoin d'un prêt, Sarah, » dit Caleb sans détour. Il ne pouvait pas se permettre les politesses. « Un prêt? » Elle cligna des yeux, perplexe. « Pourquoi faire? Pour de la nourriture, pour un distributeur, un bouchon, un condensateur et 4 pneus, 500 $. Sarah regarda autour d'elle. Elle l'entraîna derrière un grand chêne.
Mon père va me tuer, mais j'ai mes économies pour le voyage de fin d'études. Je te rembourserai le double dans 1 mois, promit Caleb. Je te le jure. Elle scruta son visage. Elle y vit le désespoir, mais aussi la détermination. Elle fouilla dans son sac à dos et en sortit un chéquier. Je peux l'encaisser au distributeur et vous apporter l'argent ce soir derrière les gradins. Ne me faites pas regretter ça, Caleb. Vous ne le regretterez pas. Cette nuit-là, avec les 500 dollars de Sarah, Caleb et Artie travaillèrent dans l'obscurité. Ils se procurèrent des pièces dans la réserve secrète d'Artie qu'ils refusaient habituellement de vendre. Ils martelèrent, soudèrent et prièrent. À 3 heures du matin, Caleb s'assit sur le siège métallique de Ferguson. Il tourna la clé. Le démarreur vrombit. Puis, dans un nuage de fumée noire et un rugissement qui fit trembler le toit en tôle de la remise, la bête de fer prit de vie. Le ralenti n'était pas régulier. C'était un halètement rythmé et agressif, comme le battement d'un cœur de métal lourd. Caleb fit vrombir le moteur. Le système hydraulique se leva. L'arbre de prise de force tourna. Elle était vivante. « Elle est moche !» cria Artie pour couvrir le bruit. « Mais elle est forte !» répondit Caleb en coupant le moteur. Le silence qui suivit était lourd d'anticipation. « Demain, dit Caleb en tapotant le volant encore chaud, demain, nous allons travailler, puis nous partons en guerre. » Mais ils ne savaient pas que la guerre était déjà en train de s'abattre sur eux. Alors qu'ils faisaient la fête dans la remise, une berline noire était garée de l'autre côté de la rue, tous feux éteints. À l'intérieur, un homme muni d'un téléobjectif baissa son appareil photo. Il composa un numéro. « Monsieur le maire, dit l'homme, le fils Mercer a trouvé la cachette. J'ai vu le registre. » À l'autre bout du fil, le maire Harlan Sterling ne cria pas. Il dit simplement « Brûlez-le, brûlez la remise, brûlez le tracteur. Et si le garçon est à l'intérieur, eh bien, les accidents arrivent dans les dépotoirs. » L'odeur frappa Caleb avant la chaleur. C'était l'odeur âcre et chimique de l'essence éclaboussant le bois sec. Il était 3h42 du matin. Caleb était recroquevillé sur un tas de vieilles couvertures d'expédition dans un coin de la remise. Le sommeil épuisé des désespérés l'entraînait vers le fond. Le bruit d'une portière de voiture qui claquait à proximité lui fit ouvrir les yeux. Puis vint le sifflement, le bruit indéniable de l'allumage. Une lumière orange jaillit à travers les interstices des lattes de bois des murs de la remise. La température monta instantanément en flèche. « Au feu !» hurla Caleb en se précipitant sur ses pieds. Il courut vers la porte, mais un mur de flammes le repoussa. Le pyromane avait imbibé l'entrée. Le bois sec de la remise, séché par des décennies de chaleur estivale, s'enflamma comme du petit bois. La fumée s'accumulait déjà sous le plafond, épaisse et suffocante. Caleb toussa, les yeux larmoyants. Il regarda le tracteur, cette mule de fer. Il était là, lourd et indifférent au chaos. Si le toit s'effondrait, le tracteur serait écrasé. Si la chaleur devenait trop intense, le réservoir de carburant exploserait. Mais plus important encore, coincé dans le creux du tableau de bord, enveloppé dans une toile de soudage ignifuge, se trouvaient le registre et l'acte de propriété. Il ne pouvait pas courir. Il devait conduire. Caleb sauta sur le siège métallique. La fumée était si épaisse qu'il voyait à peine le contact. Il chercha la clé à tâtons, les mains tremblant violemment. « Tourne. S'il te plaît, tourne. » Il tourna la clé. Le moteur démarra. « Rue. »« Allez !» rugit Caleb en frappant le volant de sa main. Le feu léchait maintenant les pneus. La bâche sous laquelle il avait dormi prit feu, dérivant comme un fantôme enflammé. Redémarre. Le Ferguson T-030 explosa, le bruit assourdissant dans l'espace clos en feu. Caleb n'attendit pas que la pression d'huile monte. Il enfonça l'embrayage, enfonça le levier de vitesse et en première et se leva sur les pédales. La porte du hangar était un rideau de feu bloqué par une lourde poutre en bois qui était déjà tombée. « Tiens bon », murmura Caleb. Il relâcha l'embrayage. Le tracteur fit un bond en avant. Le couple de l'ancien moteur était immense. Le pare-choc avant heurta la poutre en feu dans un craquement écœurant, mais les pneus arrière, nouvellement installés grâce à l'argent de Sarah, mordirent le sol en terre battue. Ah, c'est pas dans ça. Le tracteur ne cala pas. Il poussa dans une pluie d'étincelles et de copeaux de bois. La bête de fer enfonça le mur en feu de la remise et jaillit dans l'air frais de la nuit comme une bête échappant à l'enfer. Caleb le conduisit sur une vingtaine de mètres, crachant de la suie avant de freiner brusquement. Il regarda en arrière. La remise était un brasier gigantesque, et près de la porte éclairée par les flammes, Artie brandissait un démonte-pneu vers une silhouette sombre qui courait vers une berline noire. « Attrape-le » cria Artie,
mais la voiture démarra en crissant. Les pneus fumaient, disparaissant dans l'obscurité de la route départementale 9. Caleb coupa le moteur et sauta à terre, s'effondrant. Il tomba sur l'herbe humide, haletant. Artie s'approcha en boitant, le visage couvert de cendres. « Tu es vivant, gamin? » haleta Artie. « Oui, » répondit Caleb en toussant. La peinture brûlée du tracteur a fait fondre le volant. Mais elle est solide, elle va bien. Artie regarda les restes calcinés de sa remise. « Ils ont essayé de te tuer, Caleb. Ce n'est plus un jeu. Ils ont raté leur coup, » dit Caleb en essuyant la suie de ses yeux. Il fouilla dans le tableau de bord et en sortit le chiffon de soudure. Le registre était froid au toucher, et ils n'ont pas eu ça. Le lendemain matin, le shérif, un homme nommé Brody, qui jouait au golf avec Silas Mercer tous les dimanches, est passé. Il a donné un coup de bépée dans les cendres, pris quelques notes et déclaré que l'incendie avait probablement été causé par un câblage défectueux. Il n'a pas posé de questions sur la berline noire. Il n'a pas demandé pourquoi Caleb dormait là. Il a simplement classé l'affaire. Caleb a alors compris qu'il ne pouvait pas compter sur la loi. Pas encore. Il avait besoin d'argent. Il avait besoin d'une forteresse. Et il avait besoin de se rendre trop visible pour pouvoir tuer. Il emmena le tracteur sur la place du village dès l'après-midi même. Il avait l'air terrifiant, noirci par la suie. La peinture grise cloquait sur la calandre, légèrement cabossée par l'impact. Caleb avait l'air encore pire, mais il se gara juste devant la quincaillerie de son père. Il colla un morceau de carton sur le côté du bloc moteur. Service de tracteur, Mercer, labour, transport, enlèvement de souche, moitié prix par rapport au grand, paiement dans l'espèce uniquement. Pendant 3 heures, les gens passaient et regardaient. Ils chuchotaient. Silas Mercer sortit du magasin, vit son fils assis sur la machine brûlée et devint violet. Il commença à s'approcher, probablement pour faire une scène, lorsqu'une camionnette cabossée s'arrêta. C'était la veuve Miller. Elle avait 80 ans, était connue pour être dure comme du cuir séché et pauvre comme Job. Elle se pencha par la fenêtre. « Ce truc marche, mon garçon, » cria-t-elle. « Il marche très bien, madame, » répondit Caleb d'une voix calme. « J'ai une souche dans mon pâturage sud, un chêne de 90 cm de large. Les entrepreneurs de ton père m'ont proposé 6 cents de l'heure pour le broyer. Je n'ai pas 6 cents de l'heure. Je le retirerai pour 50 $, dit Caleb. Silas ricana depuis le trottoir. Tu ne peux pas retirer une souche de chêne d'1 mètre avec une antiquité de 30 chevaux, idiot. Tu vas renverser le tracteur et te tuer. Caleb regarda son père. 50 $, Madame Miller. Si je n'y arrive pas, vous ne payez rien. Suivez-moi, dit-elle. Une petite foule s'était rassemblée. Ils montèrent dans leur voiture et le suivirent. C'était un spectacle, le fils prodigue contre le chêne. Quand ils arrivèrent au pâturage, la souche était énorme. C'était un monstre aux racines profondément enfoncées dans l'argile. Caleb recula le Ferguson jusqu'à elle. Il n'avait pas de chaîne, mais Madame Miller avait une chaîne de bûcheronnage rouillée. Caleb l'enroula autour de la souche. Il connaissait la physique. S'il tirait vers le haut, le tracteur basculerait en arrière. Il devait tirer vers le bas et lentement. Il mit le tracteur en petite vitesse. Il fit vrombir le moteur. La chaîne se tendit. Les pneus patinèrent dans la boue. « Je vous l'avais dit !» cria quelqu'un. Caleb n'écouta pas. Il actionna le système hydraulique, soulevant la charrue arrière qu'il avait attachée pour mettre plus de poids sur les pneus. Les pneus mordirent le sol. Le moteur rugit d'un grondement grave et guttural. Une fumée noire s'échappa du pot d'échappement. Les roues avant du tracteur se soulevèrent de 15 cm du sol. Caleb maintint l'équilibre, actionnant l'embrayage, mettant toute la puissance du couple dans la chaîne. Crac! Le sol se souleva. Nappe! Une racine massive céda. La foule retint son souffle. Caleb accéléra davantage. La meule de fer gémit, mais ne lâcha pas prise. Dans un bruit semblable à un coup de feu, la racine pivotante se brisa et l'énorme souche fut arrachée du sol, traînée derrière le tracteur comme une bête vaincue. Caleb la traîna jusqu'à la clôture et coupa le moteur. Le silence retomba sur le pâturage. Madame Miller s'approcha, fouilla dans son tablier et lui tendit un billet de 50 $ tout neuf. « Vous êtes engagé pour le reste de la semaine, dit-elle. J'ai un champ à labourer. » Caleb prit l'argent. Il regarda la foule. Il regarda la voiture de son père, qui venait d'arriver. Silas le fixait à travers le pare-brise, le visage impassible. Puis il fit demi-tour et repartit. Caleb Mercer était en affaires. En novembre, Caleb ne faisait plus que survivre, il prospérait. La meule de fer était devenue une icône locale. Caleb travaillait 16 heures par jour. Il dormait dans la cabine du camion d'Artie et se douchait au YMCA. Il économisait chaque centime, mais le vrai travail se faisait dans l'ombre.
Caleb avait apporté le grand livre et l'acte de propriété au seul avocat du comté qui n'était pas à la solde du maire Sterling, Gordon Finch. Finch était dans un état lamentable. Il travaillait dans une pièce au-dessus d'un bowling et commençait généralement son happy hour à 20 heures. Mais autrefois, il avait été un requin du bureau du procureur général jusqu'à ce qu'un divorce le ruine. Lorsque Caleb posa l'acte de propriété de l'Iron Mule Corporation sur le bureau de Finch, l'avocat recracha son bourbon. « Où avez-vous trouvé ça? » demanda Finch, le regard soudainement vif et clair. « Je l'ai trouvé dans le tracteur. » Finch ouvrit la carte accrochée au mur. Il suivit du doigt le tracé proposé pour la nouvelle autoroute Interstate 44. « Jeune homme, savez-vous ce que c'est? Ce n'est pas seulement un terrain, c'est le goulot d'étranglement. » Finch tapota un endroit sur la carte marquée Blackwood Ridge. L'État a besoin de cette bande de deux de malaise pour construire l'autoroute. Le maire Sterling fait pression pour ce projet depuis 5 ans. Il a acheté toutes les fermes environnantes par l'intermédiaire de sociétés écrans. Il prévoit de vendre le tout à l'État pour un bénéfice de 20 millions de dollars. Mais il ne peut pas le vendre s'il ne possède pas la crête. Et je possède la crête, dit Caleb. Techniquement, corrigea Finch, c'est la Iron Mule Corporation qui la possède. Nous devons prouver qui est le propriétaire de la société. Tu as dit qu'il y avait un registre. Caleb sortit le livre en cuir. Finch le feuilleta, ses sourcils se haussant à chaque page. C'est une bombe, murmura Finch. Ce registre répertorie les actionnaires. Le principal actionnaire de la Iron Mule Corp est J. Wink Mercer. J. Caleb fronça les sourcils. Mon père s'appelle Silas. S. Pas ton père. Finch leva les yeux. Jedediah, ton grand-père. Caleb se figea. Jedediah Mercer était mort il y a 10 ans. Selon la légende familiale, c'était un ivrogne qui avait perdu la fortune familiale, obligeant Silas à tout reconstruire à partir de rien. Silas parlait de lui avec un venin pur. « Ton père t'a menti », dit Finch en lisant les notes dans les marges. Ce registre indique que Jedediah a acheté le terrain en 1954 pour empêcher le projet initial d'autoroute afin de sauver les fermes de la vallée. Ce n'était pas un ivrogne, c'était un écologiste. Il a caché l'acte de propriété dans le tracteur pour empêcher ton père de le vendre. Caleb se rassit, l'esprit en ébullition. Le tracteur n'était pas seulement une machine, c'était la capsule temporelle de son grand-père. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous déposons une requête. Finch sourit, dévoilant ses dents tachées de café. Nous déposons une requête en validation de titre. Nous annonçons au monde entier que Caleb Mercer contrôle le goulot d'étranglement du siècle. Mais attention, Caleb, dès que nous aurons déposé cette requête, le maire s'en prendra à vous. Pas pour incendie criminel cette fois, mais avec toute la rigueur de la loi. Déposez-la, dit Caleb. La réaction fut immédiate. 2 jours après le dépôt de la requête, Caleb labourait un champ pour l'église locale lorsque 3 voitures de police et un SUV noir s'arrêtèrent. Le maire Harlan Sterling sortit du SUV. C'était un homme de grande taille qui portait un manteau en cachemire qui coûtait plus cher que la case d'Arty. Il marchait dans la boue avec des galoches, l'air dégoûté. « Caleb », sourit le maire, avec une expression rusée et prédatrice. « Éteignez ce bruit. » Caleb mit le tracteur au ralenti, mais ne l'éteignit pas. « Je travaille, monsieur le maire. À moins que vous ne soyez ici pour m'embaucher, sortez du champ. Je suis ici pour t'aider, fiston. Tu es tombé sur des papiers compliqués, des erreurs du passé. Je suis prêt à les faire disparaître. Je te donnerai 50 000 $ pour ce bout de papier que tu as trouvé, en espèces, aujourd'hui. Vous pourrez quitter cette ville, aller à l'université, devenir un roi. Ce n'est pas à vendre, répondit Caleb. Le sourire du maire s'évanouit. Ce n'est qu'un bout de roche sans valeur, Caleb. L'État va de toute façon le saisir pour cause d'utilité publique. Je vous fais un cadeau. Mon avocat dit que la saisie pour cause d'utilité publique nécessite une audience publique, répondit Caleb. Et lors d'une audience publique, je pourrais lire le registre à haute voix. Je pourrais lire la partie où ton père a accepté des pots de vin en 1954. Les yeux du maire sont devenus glacés. Il s'est tourné vers le shérif Brody. « Shérif, inspectez ce que véhicule. » Brody s'est avancé. « Caleb, baisse-toi. Nous avons reçu des rapports indiquant que ce tracteur n'est pas sûr pour la circulation publique. Il manque des feux, les émissions ne sont pas conformes, l'arceau de sécurité n'est pas conforme. Je le mets en fourrière. Vous ne pouvez pas faire ça, cria Caleb en agrippant le volant. C'est une propriété privée. C'est un danger, dit Brody, la main posée sur son étui. Baisse-toi ou je te fais baisser. Caleb regarda le maire. Il vit la victoire suffisante dans les yeux de Sterling. S'il prenait le tracteur, il le démontrait. Il perdrait toutes les autres preuves cachées à l'intérieur. Il le détruirait.
Non, dit Caleb. Excusez-moi, aboya le shérif. Caleb fit vrombir le moteur. La bête de fer rugit. Je dis, non, je suis sur un terrain appartenant à l'Église, une propriété privée. Vous n'avez pas le droit de remorquer un véhicule sur un terrain privé, sauf en cas de crime. Je laboure un jardin pour la soupe populaire. Est-ce un crime, shérif? Une foule se rassemblait à nouveau. Les gens s'arrêtaient. Les téléphones sortaient pour filmer. Emmenez-le, siffla le maire. Shérif, tonna une voix. C'était le révérend Thomas, debout sur les marches de l'église. C'était un homme imposant. Y a-t-il un problème, Harlan? Ce garçon utilise une machine dangereuse, a déclaré le maire. Il l'utilise sur la machine de Dieu, a répondu le révérend en descendant les marches. Et il le fait gratuitement. Si vous arrêtez ce garçon, Harlan, vous feriez mieux de m'arrêter aussi. Et je ne manquerai pas de le mentionner dans mon sermon dimanche. C'est une année électorale, n'est-ce pas? Le maire serra les mâchoires si fort qu'une veine apparut sur sa tempe. Il regarda les téléphones qu'il enregistrait. Il regarda le garçon têtu sur la bête de fer. « Ce n'est pas fini, » cracha Sterling. « Tu veux jouer les durs, gamin. Attends de voir ce qui se passera quand l'hiver arrivera. » Ils sont partis, mais Caleb savait que le maire avait raison. Le siège venait de commencer et le maire avait encore une carte à jouer. Le père de Caleb. Le mois de décembre a frappé Oak Haven comme un marteau. Ce fut l'hiver le plus froid depuis 50 ans. Le sol a gelé et est devenu dur comme du granit. Silas Mercer a finalement agi. Il n'est pas venu voir Caleb. Il est allé voir les fournisseurs. Du jour au lendemain, Caleb ne pouvait plus acheter de diesel. La station locale a déclaré que ses pompes étaient réservées aux comptes commerciaux et le compte de Caleb a été signalé. Le magasin de pièces automobiles a refusé de lui vendre du liquide hydraulique. La casse d'Arty a été frappée d'une douzaine d'infractions au code en une semaine, obligeant Arty à fermer ses portes pour faire face aux inspecteurs. Caleb était étranglé. Il avait le titre de propriété, mais il n'avait pas de liquidité. S'il ne pouvait pas travailler, il ne pouvait pas payer Jésus. S'il ne pouvait pas payer Finch, la bataille juridique était au point de mort. Il ne lui restait plus que 5 gallons de carburant. Il rationnait le chauffage dans la petite caravane qu'il avait achetée et garée sur le terrain d'Arty. Puis vint la tempête de neige. Elle commença la veille de Noël. Les prévisions annonçaient 7 cm. Il en tomba 75. Le matin de Noël, Oak Haven était enseveli. Les lignes électriques étaient coupées. Les routes étaient impraticables. L'autoroute était fermée. La ville était coupée du monde. La société de Silas Mercer, Mercer Aggregates, avait obtenu le contrat municipal pour le déneigement. Elle disposait d'une flotte de chasse-neige flambant neuf d'une valeur d'1 million de dollars, équipée d'un système de contrôle de traction informatisé et de cabines chauffées. Mais le diesel se solidifie par temps extrêmement froid s'il n'est pas traité correctement. Et Silas, dans son arrogance et sa volonté de réduire les coûts, avait acheté un lot de carburant de mauvaise qualité à prix réduit pour sa flotte. Le matin de Noël, toute la flotte de Mercer était immobilisée dans le parking. Les injecteurs de carburant informatisés s'étaient bouchés. Les composants électroniques sophistiqués étaient en court-circuit à cause du vent glacial. Oak Haven était paralysé, puis l'appel d'urgence a été lancé sur les scanners radio. Central, ici l'unité 4. Nous avons un problème à la maison de retraite Creekside. Le générateur de secours est en panne. Le chauffage est coupé. Nous avons 30 résidents dans un état critique. Nous devons évacuer immédiatement, mais la route d'accès est bloquée par une congère de 1,5 mètre. Les ambulances ne peuvent pas passer. Terminé. Caleb entendit l'appel sur la radio amateur d'Arty. Il regarda la mule de fer. Il avait traité son carburant avec des additifs anti-gel quelques semaines auparavant, une vieille astuce de mécanicien qu'il avait apprise d'Arty. Le tracteur était enseveli sous un banc de neige, mais le chauffe-moteur avait été branché. « Ne fais pas ça », l'avertit Arty en grelottant dans le bureau. « Laisse cela échouer. Laisse le maire expliquer pourquoi les gens ont gelé. C'est ton moyen de pression. » « Ma grand-mère est dans cette maison de retraite, » dit Caleb. Caleb sortit dans le blizzard. Le vent soufflait à 80 km/h. Il dégagea le tracteur. Il versa une bouilloire d'eau bouillante sur le collecteur d'admission. Il tourna la clé. La batterie gémit, luttant contre le froid. « Allez, allez, espèce de mule têtue. » Le moteur démarra. Un panache de fumée noire brisa le paysage blanc. Caleb n'avait pas de cabine chauffée. Il s'enveloppa dans 3 couches de laine, mit des lunettes de ski et grimpa sur le siège métallique ouvert. Il abaissa la lourde lame arrière. Il s'engagea dans la tempête. Le trajet fut brutal. La neige arrivait jusqu'au phare, mais le Ferguson 230 avait été construit pour une autre époque. Il ne dépendait pas d'ordinateur.
Il comptait sur son couple à bas régime et la répartition du poids. Les pneus étroits coupaient la neige jusqu'au gravier, trouvant une traction là où les pneus larges modernes flottaient et patinaient. Caleb atteignit la route principale. Il vit un chasse-neige Mercer Aggregates coincé dans un fossé. Le conducteur frappait le volant de frustration. Caleb ne s'est pas arrêté pour se réjouir. Il a baissé sa lame et a poussé pour passer. Il a déneigé une seule voie sur Main Street. Les gens regardaient depuis leurs fenêtres givrées le tracteur ancien et solitaire lutter contre la tempête de neige. On aurait dit un remorqueur poussant à travers un océan blanc. Il a atteint la maison de retraite. La congère était énorme, un mur de neige bloquant l'entrée. Caleb a foncé dessus. Le tracteur a tremblé. Les roues ont patiné. Il a reculé et a foncé dessus encore et encore, à toute vitesse. La meule de fer a hurlé à plein régime. Au quatrième coup, il a réussi à passer. L'ambulance qui tournait au ralenti, impuissante, à 1 kilomètre de là, a suivi ses traces. Pendant que les ambulanciers chargeaient les patients âgés, Caleb s'assit sur le tracteur, tremblant de manière incontrôlable. Ses mains étaient gelées et crispées sur le volant. Une voiture s'arrêta derrière l'ambulance. C'était Silas Mercer. Il avait marché 3 kilomètres dans la neige pour rejoindre la maison de retraite où se trouvait sa propre mère. Silas se tenait dans la neige, observant la scène. Il vit l'ambulance moderne. Il vit la maison de retraite bien chauffée et il vit son fils de 16 ans couvert de glace, tremblant sur un tracteur à 200 $ qui avait accompli ce que l'empire d'1 million de dollars de Silas n'avait pas pu faire. Silas s'approcha du tracteur. Le vent soufflait autour d'eux. « Tu es gelé !» cria Silas pour couvrir le bruit du vent. « Je travaille !» Caleb claquait des dents. « Monte dans la voiture, dit Silas. Je te ramène à la maison. Je n'ai pas de maison. » Caleb le regarda, les yeux durs. « C'est toi qui me l'as prise. » Silas tressaillit comme s'il avait reçu une gifle. Pour la première fois, son masque de pierre se fissura. Il regarda le tracteur, la machine même dont il s'était moqué. Il regarda le logo représentant une mule en fer que Caleb avait peint à la main sur le capot. « C'est le tracteur de mon père, » dit Silas doucement. « Je reconnais la bosse sur l'aile. Je l'ai faite quand j'avais 12 ans. Il me l'a laissé, » dit Caleb. « Il m'a laissé l'acte de propriété de Blackwood Ridge. Papa, je suis au courant de l'accord. Je suis au courant du pot de vin. Silas pâlit. Tu as le livre. Je l'ai. » Silas baissa les yeux vers ses bottes. « Arlen Sterling me l'a dit. Il m'a dit que si je ne te poussais pas à bout, tu ne deviendrais jamais un homme. Il m'a dit de te couper les vivres. Il a dit qu'il m'aidait à te façonner. Il se servait de toi, dit Caleb, pour obtenir la terre. » Silas leva les yeux, les larmes gelées sur son visage. « Descends du tracteur, Caleb. Je t'en prie, tu vas mourir ici. Pas avant que la route soit dégagée. »« Alors laisse-moi t'aider, » dit Silas. Silas Mercer, l'homme qui n'avait pas touché une clé à molette depuis 20 ans, grimpa à l'arrière du tracteur. « Je m'occupe des commandes de la lame. Conduis. Nous pourrons la dégager plus rapidement. » Le père et le fils, unis par le froid et le fer, travaillèrent pendant 6 heures d'affilée. Ils dégagèrent la route menant à l'hôpital. Ils dégagèrent la caserne des pompiers. Ils dégagèrent la place du village. Lorsqu'ils garèrent enfin le tracteur sur le parking d'Arty, la tempête s'apaisait. Silas se tenait près de sa voiture. « Rentre à la maison, Caleb. »« Non, » répondit Caleb. « Je ne retournerai pas dans cette maison, pas en tant que personne à ta charge. »« Alors reviens en tant que mon associé, » a dit Silas. « Je licencie le cabinet de Sterling en tant que conseiller juridique et je retire mon soutien à sa réélection. »« Et le terrain ?» a demandé Caleb. « Il est à toi, a répondu Silas. « Il l'a toujours été. Mon père me détestait, Caleb, parce que j'étais faible. Je laissais Sterling me mener à la baguette. Toi, tu n'es pas faible. » Cela ressemblait à une victoire. Mais tandis que Caleb regardait son père s'éloigner, il ne se sentait pas en sécurité. Il sentit les poils de sa nuque se hérisser. Sterling n'était pas seulement un politicien corrompu, c'était un animal acculé. Et maintenant qu'il avait perdu Silas, il n'avait plus rien à perdre. Le lendemain matin, Caleb se réveilla au son des sirènes. Ce n'étaient pas des camions de pompiers cette fois-ci. C'était la police, les forces de l'ordre. Ils n'étaient pas à la porte. Ils encerclaient la caravane. Caleb Mercer tonna une voix. « Sortez les mains en l'air. » Caleb sortit. Le shérif Brody était là, mais il avait l'air malade. Un policier d'État s'avança, les menottes à la main. « Caleb Mercer, vous êtes en état d'arrestation. »« Pourquoi ?» demanda Caleb perplexe. « Pour avoir déneigé. Pour le meurtre d'Arthur Pendergast, » répondit le policier. Le monde de Caleb s'arrêta. Il regarda vers le bureau principal de la casse. Il était entouré de rubans de police.
Une camionnette du médecin légiste était garée devant la porte. « Artie !» murmura Caleb. « Nous avons trouvé vos empreintes digitales sur le démonte pneu utilisé pour le battre à mort, » dit le policier en plaquant Caleb contre l'aluminium froid de la caravane. « Et nous avons trouvé l'argent volé dans son coffre-fort sous votre matelas. » Sterling n'était pas venu pour le tracteur. Il n'était pas venu pour le terrain. Il avait fait accuser Caleb du meurtre de son seul ami. Alors qu'il poussait Caleb à l'arrière de la voiture de police, il aperçut une berline noire garée un peu plus loin sur la route. La vitre était baissée d'1 centimètre. Les yeux du maire Sterling brillaient dans l'ombre. Le jeu était truqué et Caleb venait de tout perdre. La cellule de la prison du comté était une boîte en béton de 6 par 8 mètres qui sentait l'eau de Javel et le désespoir. Pendant 3 semaines, Caleb Mercer est resté assis sur un matelas fin, les yeux fixés au plafond. La ville d'Oak Haven l'avait déjà condamné dans l'opinion publique. Pour eux, c'était un enfant riche et gâté qui avait tué un vieil homme sans défense pour de l'argent et avait tenté de s'enfuir. Le récit était parfait, trop parfait. Silas Mercer lui rendait visite tous les jours. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Le magnat arrogant avait disparu, remplacé par un père rongé par la culpabilité. Finch essaie de faire avancer l'audience préliminaire, dit Silas à travers le plexiglas d'une voix creuse. Mais le juge Oley est copain avec Sterling. Ils nous font obstruction, Caleb. Ils veulent que tu pourrisses ici jusqu'à ce que l'accord sur l'autoroute soit signé. Je ne l'ai pas tué, papa, dit Caleb d'une voix rauquée. Tu sais que je ne l'ai pas fait. Je sais, dit Silas en appuyant sa main contre la vitre. J'ai engagé un détective privé. Nous avons découvert que l'argent volé trouvé dans ta caravane correspondait à un retrait effectué 2 jours auparavant à la First National Bank par un assistant de campagne du maire Sterling. Nous pouvons prouver le coup monté. Ce n'est pas suffisant pour prouver le meurtre, dit Caleb. Le démonte-pneu m'appartenait. Je l'ai utilisé pour réparer la roue le soir de l'incendie. Ils diront que je l'ai gardé. Caleb ferma les yeux, pensant à Artie. L'odeur des cigares, le rire grave. Il repassa dans sa tête toutes les conversations qu'ils avaient eues au cours du dernier mois. Artie était paranoïaque. Il surveillait toujours le portail. « Je vois tout, petit. Même les oiseaux travaillent pour moi. » Caleb ouvrit grand les yeux. « La cabane à oiseaux, » murmura Caleb. « Quoi ?» demanda Silas. Artie avait une cabane à oiseaux. Elle était moche, faite de plaques d'immatriculation. Elle était accrochée au poteau téléphonique juste devant la porte du bureau. Il plaisantait en disant que les oiseaux étaient son équipe de sécurité. Papa Artie était un génie de l'électronique dans la marine avant de venir ici. Je n'ai jamais vu un oiseau entrer dans cette maison. Les yeux de Silas s'écarquillèrent. Tu penses que c'est une caméra? Si c'est le cas, dit Caleb en se penchant, elle a vu qui est entré dans ce bureau et l'a tué. Et elle a vu qui a placé l'argent dans ma caravane. La police a sûrement fouillé les lieux, dit Silas. Ils ont fouillé le bureau, rétorqua Caleb. Mais la cour, c'est des hectares de bric-à-brac. Pour eux, un nichoir fait de vieilles plaques d'immatriculation n'est qu'un déchet de plus. La cour est-elle toujours scellée? C'est une scène de crime. Silas acquiesça. Le shérif Brody a posté un adjoint à la porte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu ne peux pas entrer, dit Caleb. Brody t'arrêtera et je n'aurai plus personne. Je n'irai pas, dit Silas, une lueur dangereuse revenant dans ses yeux. Le même regard qu'il avait lorsqu'il s'apprêtait à racheter un concurrent de manière hostile. Mais je connais quelqu'un qui peut se déplacer plus silencieusement qu'un fantôme, et cela fait des semaines qu'elle me harcèle pour que je l'aide. Cette nuit-là, la lune était obscurcie par de lourds nuages hivernaux. Sarah Jenkins portait un pantalon cargo noir et un sweat à capoche foncée. Elle n'était plus la chef des Pom-Pom Girls. Elle était une soldate en mission. Elle n'utilisa pas l'entrée principale. Elle entra par les bois à l'arrière, coupant la clôture périphérique avec une paire de coupe-boulons que Caleb avait affûtées pour elle des mois auparavant. La casse était un cimetière d'ombre. Le vent sifflait à travers les voitures écrasées. Sarah se faufila entre les rangées de berlines empilées, le cœur battant à toute rompre. Elle pouvait voir la voiture de patrouille du shérif adjoint devant l'entrée principale, la lueur d'une cigarette visible à travers le pare-brise. Elle atteignit le bureau principal. Le ruban de police flottait au vent. Et là, en haut du poteau téléphonique, se trouvait le nichoir. C'était un enchevêtrement chaotique de plaques d'immatriculation rouillées de Virginie soudées pour former une boîte. Il se trouvait à 3,6 mètres de hauteur. Sarah regarda autour d'elle. Elle trouva une vieille bâche de camion et l'appuya contre le poteau. Elle grimpa, ses bottes glissant sur le bois humide. Elle atteignit le sommet, ses doigts effleurant le métal froid du nichoir.
Elle tâta l'intérieur de l'ouverture. Pas de nid, pas d'oiseau. Ses doigts effleurèrent un boîtier en plastique dur. Un fil partait de l'arrière de la boîte et descendait le long du poteau, peint pour se fondre dans le bois, disparaissant dans le sol. Elle ne pouvait pas suivre le fil. Elle devait prendre la voiture. Elle tâtonna avec le boîtier et trouva un petit loquet. Il s'ouvrit avec un clic. À l'intérieur se trouvait un enregistreur numérique protégé des intempéries. Elle appuya sur le bouton d'éjection. Une carte SD en sortit. Et un faisceau lumineux transperça l'obscurité. L'adjoint avait entendu le bruit. Sarah enfonça la carte dans sa bouche, la mordant doucement pour la retenir. Elle sauta du poteau et atterrit en roulant sur le sol boueux. « Arrêtez-vous là. » L'adjoint passait la main sur son arme. Sarah ne s'arrêta pas. Elle sprinta dans le labyrinthe de voitures écrasées. Elle connaissait ce terrain. Caleb l'avait parcouru avec elle une douzaine de fois. Elle enjamba un tas de pneus, se glissa sous un camion à plateau et disparut dans les bois au moment où l'adjoint tirait d'un coupe de semonce en l'air. Elle courut jusqu'à en avoir les poumons en feu, sans s'arrêter avant d'atteindre la voiture qui l'attendait sur l'ancienne route forestière. Silas Mercer ouvrit la porte à la volée. « Tu l'as? » demanda-t-il. Sarah cracha la carte SD dans sa main. Elle tremblait, était couverte de boue, mais elle souriait. « Allons au cinéma, » allaita-t-elle. La vidéo était granuleuse en noir et blanc, mais la résolution était suffisante. L'horodatage indiquait le 26 décembre, 20h14. Artie Pendergast était assis sous son Porsche. Une silhouette s'approcha. Ce n'était pas Caleb. C'était un homme vêtu d'un imperméable du département du shérif. Lorsqu'il entra dans la lumière du Porsche, son visage était indubitable. C'était l'adjoint Miller, le bras droit du shérif Brody. La vidéo montrait la dispute. Elle montrait Miller sortant le démonte-pneu de sa ceinture. Elle montrait le coup. Puis elle montrait Miller se dirigeant vers la caravane où Caleb dormait, sortant une liasse de billets de sa veste et se glissant à l'intérieur. Silas Mercer regarda la vidéo dans le bureau de Finch. Il ne dit pas un mot. Il décrocha simplement le téléphone. « Qui appelez-vous? » demanda Finch. « La police. »« Non, » répondit Silas d'un ton sinistre. « La police est compromise. J'appelle le procureur général de l'État, puis je vais appeler les médias. » La libération de Caleb Mercer ne se fit pas dans le calme. Ce fut une véritable explosion. À 6 heures du matin, la vidéo de l'adjoint Miller fuita dans les médias. À 10 heures, les charges retenues contre Caleb furent abandonnées sans possibilité de recours. Il sortit de la prison du comté et se retrouva face à une foule de micros qu'il ignora pour monter dans la voiture de son père qui l'attendait. Silas avait pris 10 ans, mais sa main était ferme sur le volant. « Sterling n'est plus là », dit-il en s'engageant sur l'autoroute. Il essaye de forcer la voile. Finch dit que s'il commence les travaux avant que le juge ne signe l'injonction à 10 heures, l'État exercera son droit d'expropriation. Sterling touchera son indemnité et nous perdrons le terrain. Caleb a regardé l'horloge du tableau de bord. 11h15. Fais demi-tour, a ordonné Caleb. Nous avons besoin de la mule de fer. On ne peut pas arrêter une équipe de construction avec un tracteur. Silas protesta, mais il tournait déjà le volant. C'est la seule chose qui peut le faire. Quelques minutes plus tard, ils firent irruption dans la cour d'Artie. Le ruban de police avait disparu. Le Ferguson T030 était là où il avait été abandonné, les pneus à plat et la batterie à plat. Caleb ne perdit pas de temps. Il attrapa un bidon d'éther et brancha les câbles de démarrage de la berline de luxe de Silas. « Démarre !» cria Caleb. Silas fit vrombir le moteur. Caleb tourna la clé. La vieille machine gémit, luttait, puis, dans un pétarade semblable à un coup de canon, rugit et prit vie. « Emmène Finch chez le juge !» cria Caleb par-dessus le bruit du moteur. « Je tiens la ligne. » Il passa la vitesse supérieure et ne regarda pas en arrière. Il prit le raccourci à travers les bois, conduisant le tracteur comme un char d'assaut, écrasant les broussailles et rebondissant sur les racines. Des branches lui fouettaient le visage, le faisant saigner, mais il ne le sentait pas. Il déboula sur Blackwood Ridge à 11h50. La scène était cauchemardesque. 2 énormes bulldozers jaunes tournaient au ralenti, crachant de la fumée noire dans l'air hivernal. Une équipe de géomètres enfonçait des piquets et le maire Arlen Sterling criait après le contremaître. « Faites-le maintenant !» hurla Sterling. « Grattez la terre. Une fois que la terre aura bougé, le chèque sera encaissé. » Le bulldozer de tête se mit en avant, sa lame massive abaissée pour déchirer le sol du terrain fantôme. Caleb lâcha l'embrayage. La bête de fer surgit au sommet de la colline, le moteur vrombissant. Il ne visait pas les hommes. Il visait l'espace.
Il freina brusquement juste devant le bulldozer, abaissant sa lame arrière pour s'ancrer dans la boue. Le conducteur du bulldozer freina brusquement, les chenilles crissant à quelques centimètres du pare-choc de Caleb. « Déplacez-le » hurla Sterling en courant vers l'avant. « Poussez-le hors du chemin. »« Je ne vais pas tuer un gamin, Harlan, » répondit le conducteur. « Alors je le ferai. » Sterling grimpa sur les chenilles et poussa le conducteur hors de la cabine. Il n'était pas ouvrier du bâtiment, mais il en savait assez pour être dangereux. Il attrapa la manette des gaz et la poussa à fond. Le bulldozer bondit. Le métal grinça lorsque sa lame heurta le Ferguson. Le tracteur bascula dangereusement, deux roues quittant le sol. Caleb se précipita vers le côté surélevé, luttant contre la gravité. Le bulldozer poussa, faisant glisser le tracteur bloqué sur le côté dans la boue. « Sortez de ma propriété !» a hurlé Sterling, les yeux exorbités par le désespoir. Caleb a enfoncé ses leviers hydrauliques, enfonçant son godet avant dans la terre comme un frein. Le châssis du tracteur a gémi, se tordant sous la pression, mais il a tenu bon. Les chenilles du bulldozer tournaient inutilement dans la boue, incapables de déloger le morceau de fer tenace. Pendant 30 secondes agonisantes, c'était une impasse entre les machines. La nouvelle puissance corrompue contre le vieux fer honnête. Puis des sirènes retentirent. Des dizaines de policiers d'État envahirent le site. Une berline noire s'arrêta dans un crissement de pneus et Finch en jaillit, brandissant un document en l'air. « Injonction fédérale !» hurla-t-il. « Arrêtez tout !» Sterling se figea. Il regarda la police puis Caleb, qui le fixait avec un défi froid et absolu. Le maire s'effondra, lâchant les commandes. Le bulldozer ralentit tandis que les policiers envahissaient la machine et traînaient Sterling, en sanglots, dans la boue. Silas courut vers la colline. Il tira Caleb hors du tracteur et le serra dans ses bras, effaçant 16 ans de distance. « Tu as réussi, » murmura Silas, la voix brisée. « Tu les as arrêtés. » Caleb tapota le capot cabossé et boueux de la bête de fer. « Nous avons réussi. » Harlan Sterling fut condamné à 25 ans de prison pour racket et complot. Le terrain fantôme ne fut jamais asphalté. L'État a dévié l'autoroute à travers les terres données par Silas Mercer, sauvant ainsi la crête pour toujours. Caleb n'est pas retourné à l'école préparatoire. Il a obtenu son GED et a ouvert un magasin sur les terres qu'il avait sauvées. 3 ans plus tard, le magasin Iron Mule Restoration était en plein essor. Un tracteur Ferguson gris magnifiquement restauré trônait sur un piédestal devant le magasin, avec toutes ses cicatrices. Par une fraîche matinée d'automne, un camion noir s'est arrêté. Silas Mercer, désormais à la retraite, vêtu d'un jean de travail, en est descendu. Il a lancé un trousseau de clés à Caleb. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Caleb en essuyant la graisse sur ses mains. « Une Ford Whit-End de 1948. » Silas a souri. « Je l'ai trouvé dans une grange. Le gars dit qu'il est hors d'usage. Je me suis dit qu'on pourrait le réparer ensemble. » Caleb attrapa les clés. Il regarda son père, puis sa fiancée, qui lui faisait signe depuis la fenêtre du bureau, et enfin le tracteur qui était à l'origine de tout cela. « Ramène-le derrière, papa. » Caleb sourit. « Voyons ce qu'il cache. Parfois, les choses que nous jetons sont les seules qui peuvent nous sauver. » Caleb Mercer n'a pas seulement acheté un tracteur pour 200 $, il a acheté sa liberté. Si vous avez aimé cette histoire de vengeance et de rédemption, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous pour découvrir d'autres drames tirés de la vie réelle. Avez-vous déjà trouvé un trésor dans les poubelles? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Merci d'avoir regardé.